Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Un événement d'envergure se produira à la Sarre en janvier prochain. Il s'agit du championnat canadien de l'Est d'accélération sur neige. Bon, c'est vrai qu'il reste encore quand même 4 mois environ avant cet événement-là, mais déjà beaucoup de travail est fait et beaucoup de travail reste encore à faire. Alors pour nous en parler, je reçois un des grands responsables de cet événement et président du CAMAO, M. Daryl Gildart. M. Gildart, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. C'est un événement d'envergure, il faut le dire. On en avait parlé un peu l'an passé, mais il y avait des choses qui n'étaient pas officielles encore. Alors on marchait sur des œufs un peu pour ne pas en dire trop. Maintenant, c'est officiel, les dates sont même sorties. C'est un événement d'envergure énorme. Oui, effectivement, c'est d'envergure même nationale et peut-être même internationale, parce qu'on a beaucoup d'Américains qui commencent déjà à appeler pour venir compétitionner chez nous. 4 mois ou à peu près avant l'événement, ça paraît beaucoup. On a le temps. Pas de problème, c'est juste en janvier. Il ne faut pas se dire ça, M. Gildart. Et je suis persuadé que vous et votre organisation, vous dites pas ça. Vous regardez les semaines passées et vous dites, il n'en reste pas gros. Mais on en est rendu où au moment où l'on se parle? Les travaux avancent très bien. Comme vous dites, il reste encore 4 mois et demi. Il y a beaucoup de monde qui pense c'est pas le temps de parler de motoneige, il n'y a pas de neige dehors. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire, oui, évidemment. Mais les travaux avancent bien, sont à un bon rythme. À ce jour, on est encore, selon notre cédule, on est encore dans nos échéanciers. Okay. Parce que, comme on le disait avant l'entrevue, vous allez en entendre parler souvent parce que je vais recevoir M. Gildart plusieurs fois d'ici à l'événement en janvier pour avertir la population où en sont rendues les démarches, où en sont rendus les travaux, surtout, parce qu'il faut que tout soit prêt pour le 20 au 23 janvier 2011. Oui. Alors, vous allez le voir souvent. Fait que quand il va m'appeler, moi, je lui fais une place à l'émission, puis on va vous tenir au courant parce que c'est un événement, on ne le dira jamais assez, d'envergure nationale. Puis, alors, si on parlait très vitement des travaux sur le circuit, d'abord, c'est au bout de la 7e Avenue Ouest à la Sarre. Oui. C'est ça? Alors, il va y avoir un 4 voies de course, garage qui va être construit, une balance électronique également, si c'est obligatoire, je pense. Oui. Il y a le stationnement et tout ça. Expliquez-nous un peu c'est quoi. Présentement, le garage qu'on va faire, qui est maintenant fait, il reste juste à la finition. C'est un nouveau garage d'inspection avec une tour de contrôle, donc un 2 étages, 12 par 24 pour faire les inspections justement des machines qui vont venir. C'est obligatoire d'avoir ça? C'est pas obligatoire, mais ça va mieux pour la balance électronique. Elle, au froid, elle fonctionne pas trop bien. Exactement. Fait que là, il faut abriller tout ça. Fait que tant qu'à investir, on va être investi sur 100 du monde direct en partant. Puis pour les années futures du championnat, la bâtisse est là. Elle est là, exactement. Oui. Puis quand on parle d'un 4 voies de course... Oui, c'est parce qu'au début, on était toujours à 2 voies de large. L'hiver passé, quand vous étiez au courant, on a tombé à 3 voies de course de large. Pour le championnat canadien, on tombe à 4 voies de large, puis un système de lumière neuf avec 2 tableaux afficheurs est en chemin pour arriver ici. On a toujours dit avec le championnat canadien qu'on allait encourager le local. Si on ne l'a pas local, on va encourager le régional. Si on ne l'a pas régional, on va essayer au moins canadien. On a trouvé une compagnie qui fabrique un système de lumière canadien, donc on l'a acheté. À la place d'acheter des 2 autres compagnies qui en fabriquent, qui sont aux États-Unis, on a acheté un canadien. Je vous félicite parce que vous commencez, et j'aime ce que vous avez dit, vous commencez par le local, le régional, le provincial, après ça, mais là, on va s'en aller au Canadien, puis on va essayer le plus possible d'encourager les gens autour de chez nous, et c'est très, très, très bien. Quand on parle de tout ça, M. Gildart, c'est quand même beaucoup d'investissement. Oui, juste les infrastructures cette année, on parle de 70 000 $ environ. Donc, on a une bonne partie de ça d'investi déjà. On a encore à investir. Puis quand je vous dis les travaux avancent bien, la balance électronique, par exemple, est déjà arrivée. On attend juste de finir la bâtisse pour être capable de faire l'installation finale.
Non, les investissements sont là, mais les retombées économiques vont être là aussi. On a fait faire un estimé, puis on a un beau chiffre à présenter au monde. On n'est pas prêt à le dire officiellement. Mais on attend beaucoup de personnes, premièrement, de la région, mais aussi de l'extérieur. C'est donc dit que ce sera une fin de semaine. On parle de la fin de semaine du 20 au 23 janvier 2011. Ce sera une fin de semaine réservée tôt, je pense, si vous voulez avoir... Oui, réservez tôt vos chambres d'hôtel si vous voulez venir au championnat canadien. Parce que présentement, on prévoit que ça va même déborder de l'Abitibi-Ouest au point de vue de l'hébergement. Okay. Ça va aller jusqu'à Amos et à Rouen pour être hébergé. Alors, on l'a dit tout de suite, préparez-vous. Si vous voulez avoir de l'hébergement, on pourrait là, tout de suite commencer à se trouver une chambre. Il reste à peine 1 minute. Ça, ici, c'est important. Je ne sais pas si on peut prendre un gros plan, si Jean-Louis pourrait venir chercher un gros plan. On explique ça, M. Gildart. C'est une idée qu'on a eue. On a vu ça ailleurs, puis on a dit, ben gars, on pourrait faire ça pour le championnat canadien. La fin de semaine du championnat canadien, le jeudi et le vendredi, durant les essais libres, les entrées sont gratuites. Okay. Et pour la première année, on a demandé que le samedi et dimanche, c'est 5 $ pour rentrer par personne. Donc, c'est pas cher pour venir voir un spectacle de cette envergure-là. Okay. Donc, on a fait un billet pré-vente. Si vous nous encouragez en pré-vente, donc votre billet d'entrée à 5 $, ben, les 5 restaurants majeurs ici à La Sarre nous ont encouragés. Ils ont dit, ben gars, nous, on va donner à la personne un billet de 10 % de rabais sur un repas, valide du 1er novembre au 31 mars. Fait que si vous savez compter un peu, 5 $, c'est pas cher. C'est tout un pour le billet pré-vente. Non, mais j'en reviens pas. Là, vraiment, là, quand vous dites que vous chargez 5 $... Pour les 2 jours de compétition, pour la fin de semaine. S'il y en a qui se prétendent pas avoir le moyen d'y aller... Puis le 10 % de rabais en plus si vous achetez votre billet en pré-vente. Il y a les 5... oui, les 5 restaurants, le Motel Villa, le Pizza Delic, le Mike's, la Relève et Resto Bar Le Greco. Voilà. Fait que c'est un très bel investissement. Monsieur Gildart, merci beaucoup. Puis on va suivre ça tranquillement. Allez jusqu'au 20 janvier. On va vous réinviter. Puis vous êtes toujours le bienvenu. Puis s'il y a des bénévoles, on lance encore l'appel. On va avoir besoin de bénévoles. S'il y en a qui sont intéressés à venir nous aider, ben vous pouvez nous contacter. Notre site, c'est le www.camao.ca. Voilà. Alors, et puis nos numéros de téléphone sont là, puis ça va nous faire plaisir d'accueillir du monde qui va venir nous aider. Merci beaucoup, puis bon succès, puis on va se revoir plusieurs fois. Merci beaucoup, M. Lacasse. C'est moi qui vous remercie. Courte pause, on vous revient. Restez là. Regrouper 950 enfants pour un camp religieux en 2010. Est-ce possible? Il faut croire que oui. L'instigateur de ce camp est avec nous aujourd'hui, M. l'abbé Rénal Dufour de Rouyn-Noranda. M. l'abbé Dufour, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est la 2e fois qu'on se rencontre, puis je suis certain que ce n'est pas la dernière fois. Ben, je me souhaite aussi. Persuadé. Parce que tout le monde se rappelle, l'abbé Dufour, on l'avait reçu ici parce qu'il était passé à l'émission de Charles Lafortune, la classe de 5e année. Ben oui. Il avait fait rire plusieurs centaines de milliers, voire millions de personnes. Alors, c'est un peu dans ce cadre-là qu'on l'avait reçu. Maintenant, on le reçoit dans un tout autre ordre d'idées. Ce n'est pas le même sujet du tout. Ben, c'est proche de oui, on peut en faire un certain rapprochement. Mais moi, là, c'est parce que on est en 2010, 21e siècle. On dit que les églises sont vides. On se plaît à dire, on se plaît entre parenthèses, à dire que les églises sont vides, que la religion a foutu le camp de bord. Puis vous trouvez le moyen de réunir 950 enfants pour un camp religieux. Comment on fait ça en 2010, M. l'abbé Dufour? Bon, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité, de me donner l'occasion de le réfléchir. Hein, oui. Parce que, d'abord, je vais vous dire que nous avons été débordés par notre gauche. Hein, nous sommes débordés, mais c'est un débordement très intéressant. Je veux revenir sur une affirmation qu'on entend effectivement, que la coine dure, hein, à savoir que les églises sont vides. Ben moi, je dois dire qu'à la paroisse Sainte-Trinité de Rouyn-Noranda, ce n'est pas ce que nous expérimentons. OK. Il y a eu un repli stratégique pour un redéploiement plus sensible. Et présentement, moi, je célèbre la messe à la cathédrale ou à l'église Immaculée ou à l'église Sacré-Cœur. Et on a des rassemblements. Là. Ils sont quand même imposants. Très imposants. Oui, okay. Par ailleurs, je suis bien sûr allé dans des églises à Montréal.
où je me suis retrouvé dans des immenses monuments où on était 40, 45. Alors ça, accordons, nuançons les choses. Est-ce que c'est triste? Est-ce que c'est triste de voir dans un pareil temple, qu'on peut appeler ça un temple, parce que c'est un temple immense, en fin de compte, dans un immense temple, de réunir 25, 30, 40 personnes où il peut en rentrer 1000? Est-ce que c'est pas ça dépend si vous regardez. Oui, moi je pense que c'est démoralisant pour la personne qui croit beaucoup au phénomène de rassemblement. Mais en même temps, il y a quand même une loi sociologique. Hein. Tu dis, quand tu rassembles plus, pose-toi des questions. On sait maintenant que les civilisations sont mortelles. Elles naissent, elles se déploient, elles atteignent leur apogée, puis elles déclinent. Alors, l'Église, les formes de l'Église vivent la même chose. Elles naissent d'un contexte donné, elles se déploient, et cette forme historique donnée, elle périclite. Moi, je suis né dans les années 50. Alors, il n'y avait pas assez de place dans les églises. Oh, c'est vrai. Alors, cette forme d'église, cette manière de rassembler, et ça va nous amener à nos camps, là. Moi, j'ai connu l'époque du petit catéchisme à 992 numéros, qu'on apprenait par cœur. Est-ce que c'était bien, est-ce que c'était mal? C'était l'air du temps. Moi, je me rappelle pas d'avoir trouvé ça difficile. Oui, parce que quand on dit aujourd'hui, et j'en suis un, moi, qui est allé, bon, le petit catéchisme, je l'ai connu aussi, même je suis bien jeune encore, mais je l'ai connu aussi. Puis, bon, c'était apprends ça par cœur. Ouais. Puis, aujourd'hui, si on regardait, à l'âge que nous avons, si on regardait avec l'enseignement que nous avons aujourd'hui, si on prenait le petit catéchisme, puis on regarderait ça aujourd'hui, on dirait, il me semble que c'est pas ça. La distance est immense. L'enseignement ne serait pas le même. Effectivement. En fait, pourquoi avoir créé des camps à un moment donné? C'est né d'une observation. Hein. C'est pas sorti de la cuisse de Jupiter. Là. Non, c'est sur le terrain. Ce que j'observais, ce que je voyais. Et je n'ai rien inventé. J'ai juste synergisé. J'ai la chance d'avoir eu autour de moi des gens extrêmement honnêtes. Et entre autres, moi, je sais que notre Église fait des efforts considérables pour rejoindre, communiquer son message, mais elle le fait sur les modes qu'elle connaît. Et entre autres, ce qu'on connaissait, nous, c'est l'écrit et question-réponse, ce qu'on appelle un petit catéchisme. Oh, oui. Alors ça, on a inventé la catéchèse. Oui. Et en ce sens-là, une discipline qui est contestée, comme la catéchèse dans la religion dans les écoles, est obligée de se faire créatrice, inventive. Et au fur et à mesure où on a inventé des moyens nouveaux, ben, il y a quelque chose qui est en train de renaître. Et puis un jour, quand je suis arrivé à la paroisse Sacré-Cœur, au mois de 31 août 1993, dans la semaine, j'ai des amis qui étaient là, qui avaient amené leurs 3 enfants, 12 ans, 14 ans, 15 ans, mettons, à peu près. Là. Et ils me disent, c'est la dernière fois qu'ils venaient là. Si tu fais pas quelque chose, là, nous, on se battra plus à la maison. Là. Alors, je dis, bon, le défi est grand. Oui, OK. Puis c'est des gens très, mettons, très proches de la communauté catholique, là, très célébrants. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où, je dirais, j'ai eu la chance de ma naïveté. J'ai dit, bon, j'ai remarqué dimanche dernier qu'il y avait 6 ados à l'église. Ben, je vais les rassembler pour souper chez McDonald's. Ah, okay. Et le 25 septembre 1993, j'ai organisé un souper chez McDonald's. Ils sont venus, les 6. Et la question que j'ai posée à la fin du repas, c'est comment vous vous sentez dans notre paroisse? Alors là, ils m'ont demandé, est-ce qu'on doit dire la vérité? Dit, bien sûr, le reste ne m'intéresse pas. Exactement. Et là, il faut avoir le cœur solide. Parce que là, vous avez eu... Est-ce qu'on peut dire que vous avez eu des vérités en pleine face? Oui, bien des choses qu'on sait, mais se les faire dire par des ados qui ça a plus dans de leur vocabulaire. C'est ça. Ben, c'est-à-dire, on pourrait écarter la chose. On pourrait dire, bon, ce sont des enfants, des ados, ils savent pas ce qu'ils disent, ils connaissent pas la réalité de la sociologie, le poids de l'histoire. Bien sûr qu'on pourrait écarter leur évaluation, mais ce sont des espèces de petits prophètes. Mais ils sont pas là pour se faire dire ça. Voilà. Et ce qui m'ont sorti, je trouve ça intéressant. Ben, on est plate. Je suis plate, moi qui me trouve intéressant par ailleurs. Vous devriez changer les choses. Et finalement, je dis, bon, écoutez, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, je vous propose qu'on organise une première rencontre avec d'autres ados et qu'on se demande qu'est-ce qu'on pourrait créer. Et c'est là que est né un premier projet de camp dans une interparoissiale, et donc pour des ados. Quelques années plus tard, ayant vieilli, ils se rendent au collège, au cégep,
l'université, puis ils me disent, à un moment donné, arrive au mois d'octobre, l'été prochain, est-ce qu'on pourrait faire comme travail d'été des camps? Ben, je dis, ouais, c'est pas une mauvaise idée, mais pour qui? Ben, pour les plus jeunes. Et tranquillement a germé l'idée, il fallait d'abord rendre ça crédible. Parce que nous, en paroisse, on prépare les sacrements des enfants, comme on appelle, la communion, le pardon, la confirmation, l'hiver. On les met en route à l'automne, hein, c'est le modèle de calendrier scolaire. C'est à l'automne qu'on se plonge dans les activités. Oui. On les prépare et certains vont célébrer leur pardon, mettons, à l'approche de Noël, leur communion à l'approche de Pâques, leur confirmation à la fin de l'année, à l'approche de la Pentecôte. Ça, c'est notre calendrier à nous, celui auquel on est habitué, qui convient très bien dans ma tête de planificateur. Pour Noël, les pardons, pour Pâques, mais ce n'était pas ça dans l'opinion de ces personnes-là. Ben, eux, ils disaient, pourquoi tu le fais pas l'été? Mais comme j'y avais même pas moi-même pensé, j'ai dit, il faut que je le vende après, il faut que je convainque des responsables. Sûr. Oui, ben, j'ai dit, l'été. Ouais, mais l'été, on fait pas ça. On fait pas ça, c'est l'hiver. C'est l'automne, l'hiver puis le printemps. L'été, on fait pas ça, on s'amuse. Et là, je lui ai demandé, qu'est-ce que vous retenez de votre formation à la vie chrétienne? Vous autres. Puis là, il me revient avec toujours le même argument. Est-ce qu'on doit dire la vérité? Je dis, bien sûr. Et là, je passe à la caisse. Moi, je suis un universitaire. J'écris des livres, des articles. Oui. Je suis un universitaire. Et là, ils me disent, tes livres, c'est plate. Tu sais, c'est plate. Je dis, bon, mais qu'est-ce qu'on devrait faire? Et c'est là qu'ils me lancent tout bonnement. Ben, pourquoi tu fais pas des camps aussi avec les enfants? On aime ça, nous autres, les camps? Pourquoi les enfants, ils n'aimeraient pas ça? Alors, c'est là qu'a germé l'idée de faire des camps. Et ça repose sur deux intuitions extraordinaires qui sont pas de moi, qui sont en fait très documentées dans l'univers de la pédagogie et de la didactique. La première chose, c'est qu'un enfant s'intéresse. Il s'intéresse à ce qu'on lui propose dans la mesure qu'on le lui propose dans une animation conviviale. Okay. Nous ne sommes plus de l'époque où vous et moi, nous rentrions en classe en rang serré, assis derrière nos pupitres, et racontez-moi. Racontez-moi durant l'été, qu'est-ce que vous avez fait? Hein? Il y a une dynamique de groupe, de cercle, qui est importante. Alors, on apprend d'abord par le cœur, et je suis tout à fait un être très cartésien, très rationnel, et c'est la raison s'exerce à rendre compte de ce que le cœur a aimé ou n'a pas aimé. Et c'est là où va s'articuler une pédagogie qui est un peu originale. Il faut d'abord faire l'expérience d'eux, et après on va essayer de relire, de sortir de l'expérience des éléments. Là, M. Lévy, là, le temps passe excessivement vite, puis là, vous avez emporté beaucoup de choses, mais à ce rythme-là, on n'en montera pas une. Vous avez tout à fait raison. Fait qu'on va y aller. Pourquoi vous avez emporté autant de choses que ça? Dites-nous, c'est quoi, d'abord? Parce que durant l'été, d'abord à la paroisse Sainte-Trinité et à la paroisse Saint-Bernard qui est associée à nous, on a créé 6 activités. OK. Et à chaque âge, les 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, il y a une activité sur laquelle on met, dans laquelle on accentue un des aspects du mystère humain et du mystère chrétien. Parce que l'autre intuition de base, donc d'abord, un enfant s'intéresse. Un enfant, c'est pas une cruche qu'on remplit, c'est un feu qu'on allume, disait Rabelais. Et mon évêque m'a donné il y a quelques années une lettre dans laquelle il me rappelait ça. Un enfant, c'est un feu qu'on allume et non pas une cruche qu'on remplit. Alors, comment on fait pour allumer un feu? Il faut amener des éléments. Oui. Alors, j'en ai amené quelques-uns parce que, fondamentalement, des enfants s'intéressent quand on a des objets, par les yeux. Des visuels. Tout notre travail s'oriente vers... nous, vers l'intellect, c'est sûr. Mais ça passe par la surface de la peau. Oui. Les yeux, les oreilles, le toucher, des bougies qu'on voit. Et à partir de ça, le chemin le plus difficile, de la surface de votre corps jusqu'à votre cœur et votre intelligence, là, c'est l'espace de votre liberté. Moi, je vous propose... C'est ça. Alors, le premier que j'ai amené, c'est tout petit. C'est tout petit. C'est un bateau, je viens du bas du fleuve, et il faut d'abord partir à l'aventure. Okay. Il faut accepter que nous partons dans une aventure. Et dans une aventure, la chose la plus importante, c'est de savoir et d'accepter qu'on ne sait pas comment ça va se dérouler. Okay. Une aventure, c'est pas de A à Z en passant par B, C, D, E. C'est
j'ai un cadre global, j'ai à peu près l'idée du port où je vais arriver. On part de A, on s'en va à Z, mais on ne sait pas si on va passer par B, C, D ou D, Y, Z. Alors, c'est pour ça que je dis, on est passé d'une structure fluviale, linéaire, quand on va de Montréal à Québec, il faut passer par Trois-Rivières, à une approche que j'appelle stellaire du firmament. Vous regardez les étoiles. C'est ça. Et votre regard ne regarde pas les étoiles comme un alphabet. Et votre regard va d'une constellation à l'autre, d'un phénomène lumineux à l'autre. Alors, ça nous amène à la lumière. Et j'ai amené ici une icône de la Sainte Famille, parce que comme on travaille avec des enfants de 7 à 12 ans, encadrés par des jeunes de 13 à 17 ans, et soutenus par des jeunes de collège et d'université, alors on part de l'expérience de la famille. Alors, si on veut s'intéresser à Jésus, ben Jésus, il a une famille. Et on va montrer que ce Jésus, il a un père, une mère. Et pourquoi on s'intéresse à ce Jésus? C'est que ce Jésus nous dit des choses. Il a fait des gestes qui parle encore à notre humanité. Et j'attire l'attention de l'enfant sur le fait que dans cette icône, il y a comme 4 plans. Le premier plan, c'est ce plan doré extérieur, tout le contour, où on voit comme une peinture dorée qui représente l'intuition de notre Église. Dieu est inaccessible en lui-même. Dieu est invisible à nos yeux. Et alors, on présente un peu comme quand on regarde le soleil, on a une espèce d'éblouissement. Mais la foi chrétienne va dire, ce Dieu que nul ne peut voir, que nul n'a jamais vu, il s'est fait voir. Il est venu habiter chez nous. Et pour venir habiter chez nous, il a fallu qu'il choisisse le mode par lequel ça va nous rejoindre davantage. Et je trouve ça intéressant de voir que tous les enfants du monde comprennent qu'on a un père et une mère. Alors ici, on a une sculpture, un moulage où on voit une mère, une Marie, avec Jésus, et elle lui fait une croix sur le front. Comme on fait souvent dans les camps, on initie les familles aussi à tracer, comme au baptême, la croix sur le front de leur enfant. Un geste d'amitié, de proximité. Et cela s'enracine dans un événement qu'on a tous vécu ou à peu près. Ah oui? Le baptême. Puis là, je les fais bien rire en leur disant, il y a quelques années, j'étais là-dedans. Oui. Nous avons tous été ou à peu près dans une petite robe blanche de baptême, qui nous a permis de vivre quelque chose dont on voit qu'elle se développe. Est-ce qu'aujourd'hui, il est de coutume, de coutume peut-être pas, mais est-ce que de temps en temps, vous vous apercevez que des enfants viennent au monde et on ne les fait pas baptiser? Honnêtement, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je ne sais pas trop dire, parce que ceux qui ne sont pas baptisés dans notre église, je les rencontre peu. J'ai quelques personnes dans ma famille qui n'ont pas fait baptiser des enfants. J'en connais quelques-uns. Est-ce que ça vous dérange? Personnellement, ça me dérange. Me déranger, non. Ça me pose une question. J'ai intégré ça depuis très jeune. J'ai dans ma famille des gens qui n'ont pas été baptisés, qui sont rendus dans la trentaine et presque la quarantaine. Alors, ça fait longtemps qu'on a commencé dans ma famille à prendre des distances avec notre institution d'église. On en a soupé un peu. On en a tellement reçu que... Oui, c'est ça. Mais vous, personnellement, est-ce que ça vous dérange de voir qu'un enfant n'a pas été baptisé? Ben non. Non. Je me rappelle... Il a les mêmes droits que les autres. Et il a absolument le même... En fait, il est même sous, permettez-moi une foi chrétienne, sous le regard de Dieu, il n'est pas moins aimé, sauf qu'on ne lui a pas dit. La différence se situe pas du côté de Dieu. Il n'y a aucun problème du côté de Dieu. Mais l'enfant, à qui on ne dit pas qu'il est aimé de façon absolue, totale, irréversible. D'ailleurs, on dit, dès la première année, on va développer avec l'enfant l'idée qu'il y a un Dieu qui révèle son visage en Jésus et qui nous dit « Je t'appelle mon ami ». Alors, est-ce que tu veux être mon ami? C'est dans la liberté qu'on va répondre. OK. Voilà. Donc, avec les 7 ans, on va retravailler justement cette idée de base. Ça veut dire que ce camp-là, M. l'abbé Dufour, il est donné en raison de l'âge. Ben, il est proportionné à l'âge. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Celui de 12 ans n'aura pas le même... dans ce camp-là, ne sera pas à la même chose que celui qui a 7 ans. On va brasser les mêmes choses. Oui, mais je veux dire... Mais non, les champs sont pas les mêmes, la dynamique n'est pas la même. Et la réflexion, la capacité de réagir n'est pas la même. Bien que, je suis impressionné un jour, je vais l'appeler Arthur, un cas de 7 ans, après avoir présenté l'icône dont je vous ai parlé il y a un instant, il me pose la question, Rénal, comment se fait-il que Dieu qu'on ne peut pas voir, il est attendu si longtemps avant de se faire voir en Jésus? S'il était venu plus tôt, on l'aurait reconnu plus tôt. 7 ans, là. Et là, je lui réponds à travers toute l'histoire biblique. Et il lève la main, il me dit,
je comprends. La meilleure manière que Dieu connaît pour se faire connaître, c'est de devenir comme nous. 7 ans, c'est de la haute théologie. Mon Dieu, oui, je et, comprends. Et en ce sens-là, moi, j'ai beaucoup de plaisir. Et donc, les 7 ans, on va mettre l'accent sur qui est Jésus. Okay. Et Jésus, c'est qui? C'est quelqu'un qui a une famille comme toi. Et on met l'accent, bien sûr, sur la fête de Noël. Et que sa vie va finir dramatiquement. D'ailleurs, sa vie, honnêtement, est un échec. La mort de Jésus sur une croix, c'est pas très glorieux, là. C'est un échec. L'histoire dans laquelle nous lisons une victoire de la vie sur la mort, c'est dans notre foi. Mais objectivement, mourir sur une croix, tué par des Romains, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, là. Fait que dans ce genre de camp-là, M. Labbé, ça veut dire que l'enseignement, parce que c'est un camp d'enseignement, et de jeu et de plaisir, voilà, parce qu'on n'est pas à l'école durant l'été. Ce n'est pas un camp d'enseignement. Ce n'est pas un camp d'enseignement. C'est un lieu d'expérience dans lequel il y a des contenus cognitifs, mais l'essentiel, c'est que ces cognitifs-là sont inscrits, ces connaissances-là, ces savoirs-là, sont inscrits dans une expérience. Il y a le jeu, il y a le repas commun, il y a les tâches. Et vous savez, en 2 jours, ils réussissent à se disputer, là. Ah oui? Ah ben oui, en 2 jours. Mettez 40 enfants en 2 jours. Comme ça, à se disputer, à dire des gros mots. Comment on fait? Moi, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire, mais même ça m'a dépassé. Je vous le dis, là, ça m'a dépassé. En 2010, d'aller chercher 950 jeunes de la région de Rouyn-Noranda pour aller dans ce genre de camp-là. Je me suis dit, il doit y avoir une erreur, là. Un 9, il n'est pas là. Ça va être un 0. Ça va être 0,50 enfants, probablement. Non, 900, mais c'est bien 950. Plus une cinquantaine d'ados qui les encadrent. Donc, c'est 1000 jeunes cet été qui ont brassé la mémoire de l'histoire de l'Église. C'est extraordinaire, effectivement. Moi, je pense qu'intuitivement, comment je rends compte de ça? D'abord, la loi 118... Il vous reste 2 minutes. Oh là là là. 2 minutes. D'abord, la loi 118 qui a relativisé l'enseignement de notre Église dans l'école publique et dans toutes les écoles du Québec est à la fois un piège et une difficulté, mais en même temps aussi un appel d'air. Les parents qui veulent que leurs enfants connaissent davantage la foi catholique, quels outils on va se donner? On est en train d'inventer des outils. Nos camps sont une formule qui réussit bien. Il y en a d'autres. Il y a plein d'autres activités qui se passent dans plein de milieux, en Abitibi, au Témiscamingue, puis pour le reste du Québec, je sais moi, mais ils s'inventent plusieurs formules, souvent très humbles. Et moi, je pense qu'on est dans une époque extraordinaire parce qu'on est obligé de créer. On est condamné à la création ou à la disparition. Alors, inventons, donnons-nous des chances, donnons-nous 10, 15, 20 ans, là, puis il y a des choses qui sont en train de naître, qui sont très belles. Nous, la formule est l'été, joyeuse, chantante. Quel parent, dans l'article qui nous a déclenché, là, quel parent est pas heureux de voir revenir son petit bonhomme à la maison qui chante et qui est serein? Alors c'est ce qu'on vit. Ce n'est pas le premier camp religieux que vous faites à Rouyn-Noranda. Il y en a eu d'autres. Ce n'est pas le premier. Ah non, nous, on en a notre 10e année. 10e année. Il y en aura d'autres aussi. Ben, j'espère bien. C'est ça la demande, hein. Si les parents y tiennent. Si vous êtes capable de réunir 950 enfants dans un camp religieux en plein cœur d'été, je suis certain que vous allez être capable d'en avoir au moins 900 et dans le prochain. On va voir, c'est lié aux courbes de population. Oui, exactement. Monsieur Labbé, c'est tout le temps. On aurait pu en parler encore beaucoup. Alors, je vous remercie infiniment. On va sûrement... J'en suis persuadé. Je le souhaite, oui. Oui, et je le souhaite également. Alors, merci bien, M. Labbé. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Ça donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.